Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Donc, comme nous allons le constater tout au long de ces journées de l'université d'été, la maladie d'Alzheimer a cette spécificité de mobiliser au chevet de la personne malade les compétences de très nombreux professionnels. La coordination efficace entre tous ces intervenants va permettre d'assurer une prise en charge de qualité, tant dans le quotidien de la personne malade que lors des situations de crise ou d'urgence. Le médecin généraliste, médecin de premier recours et pivot de la prise en charge, a tout son rôle à jouer dans cette coordination, car il connaît bien l'environnement de la personne malade et son entourage familial. C'est ce qu'on appelle l'approche biopsychosociale du médecin de famille. Pour l'organisation du projet médical, il pourra s'appuyer sur l'expertise de ses confrères, gériatres, neurologues ou psychiatres, et sur celle de tout autre spécialiste dont il aura besoin de solliciter la compétence au gré des circonstances. Toutes les ressources de la médecine ambulatoire et des réseaux de ville pourront être déployées et quand cela s'avérera nécessaire, il pourra éventuellement faire appel au système hospitalier. La collaboration entre le médecin généraliste et les médecins spécialistes est d'autant plus nécessaire que, par essence, leurs modalités de prise en charge sont très différentes. En effet, si le médecin généraliste intervient principalement au domicile du patient et dans son environnement immédiat, le spécialiste, lui, le voit plutôt à son cabinet ou à l'hôpital. Si le généraliste suit le patient au quotidien et est souvent le premier à être sollicité dans l'urgence, le suivi du spécialiste est plus ponctuel et les rendez-vous sont pris assez longtemps à l'avance. Pour une prise en charge optimale, il faut donc réussir à concilier les deux points de vue, celui du spécialiste, qui est au fait des dernières avancées scientifiques sur le traitement de la maladie, et celui du généraliste, plus empreint des difficultés rencontrées sur le terrain et dans le quotidien de la personne malade. La plupart du temps, cette coopération fonctionne très bien et permet de dénouer les situations les plus compliquées, mais il existe parfois certains points d'achoppement. En effet, il pourra arriver que l'un s'offusque du manque d'informations et de précision dans le courrier accompagnant un patient qui lui est adressé, ou que l'autre s'irrite du retard d'un compte-rendu d'hospitalisation qui l'attend, et pourtant élément clé de la bonne continuité des soins. Ici, on modifiera un traitement qu'on juge inadapté, sans concertation préalable avec son confrère, parce qu'on le sait très occupé. Là, on prescrira des examens qui viennent pourtant tout juste d'être réalisés. En pratique, tout cela témoigne surtout du manque de temps qui fait malheureusement cruellement défaut de part et d'autre, et c'est ce que Florence Pasquier a d'ailleurs souligné tout à l'heure, le problème de manque de temps. Ces problèmes de communication, quand ils existent, nuisent à l'efficacité de la prise en charge et peuvent entraîner des admissions aux urgences et des hospitalisations qui auraient pu être évitées. Comment, dès lors, faire en sorte d'améliorer cette communication et éviter les malentendus ? La Haute Autorité de Santé, l'HAS, a très vite perçu l'importance, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, de l'amélioration des échanges entre le médecin traitant et le spécialiste, notamment en formulant des recommandations dans ce sens. Par exemple, dès l'annonce du diagnostic, l'HAS recommande, je cite, « que le médecin traitant soit informé avant qu'il ne revoie le patient et que le compte-rendu de la consultation d'annonce du diagnostic lui soit envoyé. » Cette coordination avec le médecin généraliste traitant est un gage de sécurité et de continuité des soins, dans le respect du choix et des souhaits du patient. Suite à la consultation d'annonce, pour éviter justement certains malentendus, il est essentiel que le spécialiste précise dans son courrier pour le médecin traitant les mots qu'il a utilisés pour faire l'annonce et les réactions du patient. Concernant le traitement médicamenteux, l'HAS insiste aussi sur l'importance d'une concertation entre les différents intervenants en préconisant qu'au bout d'1 an de traitement, sa poursuite soit décidée avec l'aidant et le patient, si possible, à la suite d'une concertation associant médecins généralistes, gériatres, neurologues ou psychiatres, en relation avec le réseau de soins prenant en charge le patient. Les pouvoirs publics, conscients eux aussi de l'enjeu que constitue une meilleure communication entre les professionnels de santé, ont créé en 2009 l'Agence des systèmes d'information partagés de santé, l'ASIP Santé. Sa mission est de développer les systèmes de communication dans le domaine médical et médico-social, tout en prenant en compte le développement des nouvelles technologies numériques
et en garantissant les droits du patient, notamment en matière de respect du secret médical. Cela a permis le développement du dossier médical personnel, le fameux DMP dont on parle beaucoup, qui commence progressivement à voir le jour. Ce dossier patient, accessible via Internet, centralise en effet les résultats de biologie, les comptes rendus d'imagerie, de consultation ou d'hospitalisation. Chaque professionnel de santé peut ainsi accéder en temps réel à des informations précieuses et utiles pour le suivi de son patient. C'est d'autant plus important pour les patients qui présentent des troubles cognitifs ou des difficultés de communication. Toujours dans l'idée de faciliter les échanges, un système de messagerie sécurisée de santé, ce qu'on appelle le système MS Santé, est en train d'être mis en place par l'agence. Cet outil de communication permet de joindre un confrère très facilement, sans le perturber dans son activité, tout en garantissant la confidentialité des échanges. Concernant les médicaments pris habituellement par le patient, le développement de la prescription électronique ou e-prescription devrait permettre aux praticiens d'être informés en temps réel de toute modification effectuée sur le traitement de leurs patients. Donc, en pratique, c'est un procédé de transmission électronique de l'ordonnance dans une base de données sécurisée. C'est une prescription donc, qui a vocation à venir enrichir le dossier médical personnel et notamment, au moment de la sortie d'hospitalisation, de permettre la synchronisation avec le traitement habituel du patient. Cette meilleure communication entre les professionnels de santé contribue aussi au renforcement de la sécurité des soins. En effet, en dématérialisant ainsi le dossier patient, toutes les informations nécessaires à sa prise en charge suivent le patient où qu'il se trouve, ce qui est particulièrement important avec les patients qui présentent des troubles cognitifs. Le Conseil de l'Ordre des médecins, garant du respect des règles déontologiques, a d'ailleurs participé à la mise en place de ces différents projets. Pour favoriser la coordination entre la ville et l'hôpital et permettre une meilleure continuité des soins, la loi du 4 mars 2002 avait fixé réglementairement un délai de 8 jours pour l'envoi du compte-rendu de fin d'hospitalisation au médecin traitant. Cet indicateur, donc, qui est le délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation, est devenu un indicateur, ce qu'on appelle IPAX, c'est-à-dire un indicateur de la qualité et de la sécurité des soins, qui est un indicateur donc obligatoire et soumis à diffusion publique. C'est désormais devenu un critère retenu dans le cadre de la procédure de certification des établissements de santé. Et les résultats, pour vous donner quelques chiffres, de la dernière campagne nationale montrent un taux de très nette progression, 26% en 2008, 34% en 2009, 40% en 2010, mais encore très loin de l'objectif de performance qui est fixé à 80%. Effectivement, en 2011, seulement 20% des établissements avaient atteint ou dépassé cet objectif. En corollaire à l'envoi rapide du courrier de fin d'hospitalisation, toute demande d'hospitalisation ou d'avis spécialisé devrait être accompagnée d'une lettre du médecin traitant comprenant un volet médical de synthèse détaillé. Un autre outil permettant de faire le lien entre le médecin généraliste et le spécialiste est la télémédecine. Cette pratique, qui consiste à amener le spécialiste au plus près du patient par le biais des technologies de l'information et de la communication, a montré notamment toute son efficacité dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. Dans les zones géographiques où la densité médicale en spécialistes est faible, on peut ainsi éviter de déplacer une personne fragile, parfois sur des dizaines de kilomètres, pour le suivi d'une ou plusieurs maladies chroniques associées à la maladie d'Alzheimer. Ça peut être par exemple pour le suivi d'un diabète ou d'une cardiopathie. Le médecin généraliste peut ainsi adapter le traitement avec l'aide du spécialiste qui aura reçu tous les éléments nécessaires pour pouvoir lui donner un avis éclairé. En facilitant ainsi la prise en charge à domicile, ce qu'on appelle la téléexpertise, contribue aussi à améliorer la qualité de vie de la personne malade. En conclusion, donc la maladie d'Alzheimer requiert la mobilisation aux côtés de la personne malade de très nombreux professionnels. Les dernières recommandations de l'HAS vont dans le sens d'un travail plus collaboratif, avec davantage de temps d'échange et de concertation. C'est donc tous ensemble, grâce à une communication plus efficace, que nous réussirons à mettre en place une prise en charge de meilleure qualité au service de la personne malade et de son entourage. Afin d'améliorer la coordination entre tous les intervenants, le déploiement de moyens de communication performants garantissant le respect du secret médical est une évidence. Les pouvoirs publics l'ont bien compris avec le développement de la télémédecine et de ce qu'on appelle l'e-santé, une médecine entièrement tournée vers les technologies numériques. Donc cela va de la dématérialisation du dossier médical personnel au système de messagerie sécurisée, en passant par l'e-prescription ou la télésurveillance des maladies chroniques au domicile. Certes, cette révolution numérique devrait faciliter l'échange d'informations
et éviter ainsi certains malentendus. Mais cela ne remplacera jamais des rencontres comme celle qui nous réunit aujourd'hui et qui ajoute à l'échange la construction du lien. Je vous remercie pour votre attention.